Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Bullet Journal où nous allons mettre en place quelques pages pour bien amorcer 2023. Donc il y a 2 semaines, nous avions réalisé 2 doubles pages pour clôturer sous forme de récap 2022. Et cette fois-ci, je vais voir quel type de collection j'aurai besoin pour 2023. Donc il est évident que je ne vais pas recopier et reprendre les mêmes collections que celles qu'il y a dans le début de ce carnet. J'ai donc fait une sélection. J'ai aussi glané quelques idées sur la chaîne de Jachi Corinne, que je vous conseille vivement si vous ne la connaissez pas encore. Et j'ai noté ensuite ma sélection de rubriques, celles que je voulais absolument voir apparaître, celles dont j'aurais besoin pour 2023. Elles seront rassemblées en 3 doubles pages différentes. Donc je vous rappelle que moi j'utilise un grand format, c'est un format B5, donc je vais mettre énormément de contenu sur une double page. Niveau matériel, j'ai relativement peu de choses, quelques feutres colorés, quelques marqueurs Écoline et des autocollants. Vous avez sans doute remarqué aussi que cette vidéo est anormalement longue. Vous savez que moi j'aime bien les vidéos qui durent maximum un quart d'heure, 20 minutes. Et cette fois-ci, j'ai décidé de sortir un peu de ma zone de confort pour que tout simplement vous puissiez préparer avec moi en temps réel votre propre bullet journal pour bien commencer l'année. Alors il est évident que je ne vais pas laisser tourner cette vidéo sans son, sans musique de fond, ou bien juste avec des petits bruits de papier type ASMR. J'avais autre chose en tête en faisant ça. Donc j'avais publié il y a quelques temps un petit billet dans la rubrique communauté de YouTube. Vous savez, ces petits posts que personne ne lit jamais là-bas. Et vous avez été quelques-uns, quelques-unes à répondre à l'appel de cette FAQ. Donc, je vous explique tout d'abord ce que je fais sur mes pages et ensuite je réponds par intermittence à vos questions. Alors, je vais commencer ici par inscrire le mot de l'année. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement faire dans la bibliosphère, sur les pages d'introduction des boulettes journaux. Cette année, donc, j'ai choisi le mot albédo, qui est un terme alchimique qui fait référence à l'étape de la distillation. Donc, séparer le subtil de l'épais, séparer le bon grain de l'ivraie. Et ce que ça veut dire pour moi, c'est surtout faire marcher son esprit critique et peser le pour et le contre, faire une sorte de bilan sur ce que j'ai appris ces derniers mois. Cette double page va également me servir à y noter des objectifs, j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, à collecter toutes les idées que j'ai eues précédemment et que j'avais groupées sous le terme maybe, donc peut-être, les choses que j'aimerais faire mais sans grande conviction, dans un futur hypothétique on va dire. Je ferai également 2 petits compteurs pour Instagram et pour mes ventes Etsy. Et une roue de l'année, mais pas une roue de l'année traditionnelle, donc j'en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo, dès que je l'aurai tracée. Pour les questions, je pense que je vais les prendre du plus facile au plus compliqué, et il y en avait des compliqués, en tout cas compliqués pour les réponses à donner, parce que je n'arrive pas à faire des réponses concises. Donc je vais commencer par celle d'Angélique. Je ne citerai pas vos noms à chaque fois, sinon il va y avoir des redondances, puisque ce sont les mêmes personnes qui ont posé énormément de questions. Donc Angélique demande, pour tes abonnés Patreon, tu as partagé une playlist de musique pour l'atelier des chevalières de la table ronde. Est-ce que tu crées toujours en musique ? Alors, à cette première question, oui, je crée très souvent en musique. La seule réserve que j'ai par rapport à ça, c'est que c'est comme un montage vidéo. Une image égale un son, mais une fois que je superpose mon propre son, ça ne va plus. C'est-à-dire que quand je fais quelque chose où j'ai besoin de beaucoup de concentration,
que ce soit pour la réflexion ou pour la technique, la construction, en fait, je ne supporte pas d'avoir les paroles dans un morceau. Donc, ce qui fait que je m'oriente souvent vers des morceaux sans paroles, donc que ce soit du rock ou du métal progressif, mais sans paroles, du sludge, du drone, etc. Ça peut être aussi de l'ambient, de la synthwave, drone j'ai déjà dit, etc. Donc vraiment des choses sans parole la plupart du temps. Alors la seconde question c'est, est-ce que j'ai une playlist dédiée selon la thématique du projet? Souvent oui, et ça va aussi se ressentir dans ce que je vais faire. Donc il y a des musiques beaucoup plus joyeuses que d'autres. Alors je n'en suis pas au point d'associer des couleurs au son, je ne suis pas dans la synesthésie, mais c'est clair que la musique a quand même une influence sur les couleurs que je vais choisir. Et dernière question, quelle place tu accordes à la musique dans et pour tes créations? Une place relativement importante. Dans certains cas, la musique est même un catalyseur, puisque certaines pages en journaling sont faites par rapport à un morceau particulier. Et le gros truc, c'est que pour la peinture particulièrement, donc quand je suis debout, quand j'ai besoin d'effectuer des gestes répétitifs, donc comme pour la peinture sur une toile, donc plus grand format, là j'ai besoin justement d'avoir un rythme pour me guider dans la création. Alors, autre question. Je voulais te demander si tu revoyais régulièrement ton système de journaling. Personne précise, mais tu l'as brièvement évoqué dans un Plan With Me. Et préciser que tu nous en parlerais dans les prochaines vidéos. Sachez que je ne retiens absolument pas ce que je vous dis dans les commentaires de mes vidéos précédentes, donc vous pourriez attendre comme ça bien longtemps. Donc, oui, je réévalue régulièrement le système de journaling, parce que je pense que le bullet journal est vraiment fait pour ça, et peut évoluer, voire changer complètement de mois en mois, et je sais qu'il y a des périodes où j'ai besoin d'écrire très peu dans mon bullet journal, donc je vais consacrer peut-être une seule page par semaine ou par 2 semaines, et ça va bien me suffire, mais parfois j'ai besoin de beaucoup plus, et je vais prendre des pages en plus. Pareil pour les rubriques. Parfois j'ai besoin de noter plus de choses au niveau de divertissement, si j'ai lu plus de films, lu plus de livres, je vais avoir besoin de beaucoup d'espace, tandis que des périodes où c'est plus creux, où j'ai envie de rien faire, ça va être beaucoup plus succinct. Donc forcément je vais m'adapter selon moi ce que je vis dans ma vie quotidienne tout simplement. Autre question, est-ce que tu t'es déjà retrouvé en panne artistique? Et si oui, comment tu as fait pour relancer la machine? Donc oui, évidemment, les pannes artistiques, on connaît. Une grosse panne artistique a été due à un événement un peu plus pénible, on va dire, que les autres, donc où j'ai arrêté de peindre pendant au moins un an et demi. Et comment j'ai fait pour relancer la machine? J'ai tout simplement exploré un autre médium. J'ai la chance d'avoir de la curiosité pour beaucoup de médiums différents, de techniques différentes. Donc l'un alimentant l'autre, j'ai fait autre chose. Je me suis d'ailleurs repliée, on va dire, dans le format carnet, dans le format bullet journal, pour cette raison, puisque un carnet c'est fermé, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de montrer, ou quelque chose qui est une safe zone, donc un endroit où on se sent en sécurité, dont le but premier n'est pas forcément d'être ouvert. Donc le carnet, c'est un bon moyen pour l'exploration et pour relancer la machine. Alors, autre question, quelle est ta palette de couleurs ultime? Donc tes couleurs préférées réunies sur une seule palette.
petite vidéo dans la vidéo, inception de vidéo pour les couleurs. Alors, dans les couleurs de base, on va avoir ce petit jaune-vert, que je vais appeler le jaune radioactif, et également le kaki. Donc ça, c'est vraiment deux teintes que j'ai à peu près dans tous les médiums. Ensuite, il va y avoir le bleu de Prusse et le vert de Hooker, donc, que j'ai aussi dans à peu près toutes les techniques possibles. Je les ai beaucoup utilisés en peinture, donc ces deux-là. Donc ça, c'est vraiment ma gamme de base. Et puis, il y a la gamme plus étendue, où on peut trouver ce rose un peu flashy. Ensuite, on a un rose plus clair, un peu pêche, que j'aime beaucoup. Nouvellement intégré dans la gamme également de mes favoris, un petit parme, très pastel, très triste aussi, je ne sais pas comment dire. Et la couleur de Dionysos, ici elle est un petit peu trop bleutée, mais c'est la couleur du raisin, quoi, donc un violet tirant un petit peu sur le prune, que j'ai aussi dans différentes techniques. Évidemment, ce n'est pas forcément une couleur, mais le doré, je suis team doré et pas team argenté, et l'orangé, donc plutôt jaune. Et plutôt saturé également. Les saturations ont une grande importance. Donc pour résumer, je vais avoir mes 4 couleurs de base, une gamme un peu plus étendue avec les roses, les couleurs un peu plus froides, et l'orange. A contrario, il y a des couleurs que j'utilise quasi jamais pures, donc ça va être le jaune et le rouge. C'est des couleurs avec lesquelles j'ai beaucoup de mal, que je n'arrive pas à utiliser avec facilité, donc je vais les utiliser en mélange. Après, quand je parle de teintes, c'est pas général, donc le rouge saturé, je ne vais pas l'utiliser, mais un rouge brique, un peu plus corrompu, ça, oui, ça va passer très bien. Ici à l'écran, vous me voyez tracer ce que je vais appeler ma roue de l'année. Donc, comme je vous ai dit, ce ne sera pas du tout une roue païenne traditionnelle avec les équinoxes, les solstices, mais j'ai envie de créer en fait cette année ma propre roue des célébrations. Donc, un petit peu évaluer ce qui a de l'importance pour moi, que ce soit les fêtes traditionnelles ou bien des événements qui me sont chers. Donc cette roue, je ne vais pas la compléter pour l'instant, ce sera quelque chose que je ferai de façon assez organique. Donc dès que je pense à un moment de l'année qui a de l'importance pour moi, eh bien je vais le noter sur cette roue. Donc je pense que vous aurez le résultat de mon expérimentation un peu plus tard, peut-être fin 2023, peut-être même avant, je ne sais pas. Ça dépend si les idées se mettent en place ou si je dois un peu les forcer. À ce moment-là, ben, je réévaluerai la situation, on va dire. À l'écran, donc, sur cette partie, je vais y noter mes objectifs. Je me suis fait une sélection qui ressemble à celle de l'année passée, mais où il y a des différences. Alors, vous me voyez inscrire sur la première ligne un café, une idée. C'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. Donc, chaque fois que je prends une tasse de café, que ce soit au matin ou à 4 heures, je vais essayer de me poser avec mon carnet pour pouvoir y noter mes idées. Donc, ne pas boire son café en faisant autre chose, mais en se concentrant sur la création et sur les idées qui peuvent surgir. Ça me permet aussi d'avoir un temps de pause et de déconnexion avec ce que je suis en train de faire. Pour tout le reste, eh bien, ça rejoint la question posée dans la boîte à questions.
Donc le petit feedback, je considère que c'est fait sur mon année 2022. Donc des infos et des avant-premières sur ce que je vais faire l'année prochaine. Eh bien oui, voilà. Donc créer un livret avec Nix pour le Craft and Decadence Oracle. Le deuxième, je n'en parle pas encore. C'est un projet qui est dans les tuyaux depuis un moment, mais que je dois encore concrétiser. Déménager, oui, évidemment. Intégrer un groupe dans ma nouvelle région, là où je vais déménager. Pas un groupe de musique forcément, mais un groupe, une collectivité, quelle qu'elle soit. Donc le défi des livres, bien évidemment, c'est une constante chez moi. Pour les objectifs qui suivent, j'ai chaque fois placé les carrés en conséquence. Donc voir 6 nouveaux films, il y a 6 petits carrés. Voilà, les concerts. Alors, réaliser 8 illus en gravure. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'ai envie de mettre l'accent l'année prochaine. C'est de développer non plus la papeterie, mais plutôt l'illustration et, on va dire, l'art pour l'art éventuellement. Mais le fait de proposer des choses originales et non pas des choses reproductibles aux gens. Alors vous allez me dire la gravure c'est reproductible, mais le principe même de la gravure c'est qu'on vend pas des plaques, c'est qu'on vend évidemment les impressions et que c'est fait à des tirages limités, en tirage limité. Donc c'est ça que je veux dire par original. Peindre des toiles évidemment. Suivre des cours d'art en ligne aussi, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien l'année passée, de suivre quelques cours sporadiques comme ça. Dans la rubrique Maybe, je note les idées qui me sont venues en tête lors de l'année 2022, c'est-à-dire faire un zine suivi, mensuel éventuellement. La newsletter, c'est un premier pas, donc peut-être que faire une newsletter sous forme de collage, ça peut être bien aussi, à voir. Un carnet consacré aux jeux vidéo, un carnet consacré aux obsessions, quelles qu'elles soient. Alors les performances in situ, c'est quelque chose que j'ai envie de faire et de vous expliquer un petit peu sur Patreon. Donc vous expliquer un petit peu pourquoi j'en suis arrivée là. Et la dernière idée, ce serait d'avoir un site pour référencer tous les cours que j'ai pu donner précédemment et qu'elles soient disponibles sans passer par le Patreon. Alors, autre question, la méthode technique qui t'a fait exploser le cerveau et qui a révolutionné ta façon de faire ou d'envisager ton art. On va dire qu'il y a eu deux mini-révolutions. La première, ça a été la peinture acrylique. Donc, j'ai pendant des années, étant ado, travaillé sur papier avec des fusains, avec de l'aquarelle, des gouaches, des crayons, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais faire comme les grands, comme les grandes personnes, et je vais peindre sur une toile. Enfin, j'ai commencé sur du papier en fait, mais avec de l'acrylique, donc la vraie peinture, quoi. Et ça a été une petite révolution parce que l'acrylique au début c'est pas facile. Ça demande beaucoup de temps pour mélanger les couleurs, pour avoir quelque chose qui nous plaît.
pour comprendre comment on superpose les couches, comment on les rend transparentes ou opaques, etc. C'est relativement technique si on s'y intéresse un petit peu, mais les possibilités sont énormes par rapport à d'autres techniques. Et la deuxième révolution, mini-révolution, ça a été le collage. Donc pendant cette période de repli dans les carnets, j'avais aussi besoin de fournir un minimum d'efforts, parce que j'avais pas forcément l'énergie suffisante pour pouvoir dessiner, donc créer de rien, enfin à partir d'une page blanche, je veux dire, des choses. Mais j'avais quand même besoin de figuratifs et de concret auquel me raccrocher. Donc j'ai commencé par faire des journaux plutôt illustrés, donc en collant des petites parties, des articles, puis des photos découpées. Et on arrivait très très vite à un résultat final. Et j'ai continué cette exploration du collage dans les carnets. Et je continue de toute façon à expérimenter. Et régulièrement, j'ai des petites révélations où je me dis « Ah ouais, je pourrais utiliser tel type de papier peint avec tel type de motif en collage. » Et ça pourrait faire un truc cool. Donc voilà, collage comme deuxième révolution. Allez, on va passer à la question peut-être la plus compliquée pour moi. Donc, quels sont les livres, auteurs, artistes qui ont marqué ton cheminement spirituel? Alors, la question est compliquée, pas du tout à comprendre, mais à expliquer de façon concise, puisque je lis entre 20 et 50 livres par an, et ce depuis une vingtaine d'années. Donc ça va être assez compliqué de faire le tri par rapport à ce qui m'a marqué. Par contre, si je veux être concise, je dirais que les livres qui m'ont le plus marqué, c'est ceux qui ont bousculé en fait ce que j'avais pris pour acquis. Donc, petit flashback dans le passé de la jeune Céline adolescente qui s'intéresse à l'ésotérisme. Donc il y a une grande vague dans les années 2000. Chaque génération, je suppose, a une vague de spirituel qui, pour moi, est assez semblable à ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux. Donc une vague où on s'intéresse à normalement ce qu'on devrait appeler la Wicca, mais qu'on confond avec la sorcellerie. Donc ça n'a pas changé, je pense. Donc c'est-à-dire la magie naturelle entre grosses guillemets. Donc j'ai moi-même, étant ado, lu quelques livres pour les baby witches, comme je pourrais les appeler. J'ai cru d'ailleurs pendant un moment que j'allais être adepte de la Wicca, mais je n'ai réussi à faire aucun rituel en m'inspirant de ces livres, parce que je ne comprenais pas ce que je devais faire. Je ne comprenais pas la logique d'associer des pierres, des herbes. Il me fallait des explications, il me fallait plus d'explications. Donc, j'ai fait ce que j'ai toujours fait, j'ai cherché la source de tout ça. Je suis remontée au père de la Wicca, c'est-à-dire à Gerald Gardner, et j'ai lu le livre des ombres de Gerald Gardner. Quand on est ado, c'est l'équivalent d'un coup de poing dans la tronche, puisque on n'est pas préparé à ça. C'est très loin de la nymphe qui court dans les bois et qui joue avec les forces de la nature. C'est vraiment un système de magie très ritualisé, avec des explications très cohérentes qui ont leur base dans l'occultisme traditionnel, si je dois le qualifier. Donc, le livre des ombres de Gardner, ça a été un de mes premiers tournants. Et ensuite, ça se passe comme ça à chaque fois, plus ou moins. Donc, si je dois citer un autre cycle, ça a été celui de la théosophie. Donc, je me suis un petit peu intéressée aussi à la théosophie.
à notamment Elena Blavatsky, Rudolf Steiner aussi. Je rappelle que j'ai travaillé donc dans un magasin bio et donc on était un petit peu baigné dans cette ambiance New Age, même sans le savoir. Hein. Je veux dire, on critique un petit peu, on dit ouais, moi la New Age, j'y adhère pas, mais en réalité, il y a quand même un parfum dans notre façon de vivre la spiritualité qui nous vient du New Age sans le savoir. Entamons maintenant la seconde page. Donc c'est la page consacrée à la bibliothèque, aux livres, au bilan lecture, etc. Pour cette page, ça va être relativement facile parce que je pense que je ne ferai pas de zoom. Sur la gauche, vous allez avoir une ligne du temps. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà fait précédemment cette année et que je trouve visuellement très chouette de savoir à quelle époque évidemment a été écrit le livre, s'il y a éventuellement des ponts à faire par rapport à des lectures précédentes. Si à un moment donné je me consacre à un même thème, ça peut avoir de l'intérêt. Et cette même ligne du temps, je l'avais aussi fluotée en deux couleurs distinctes selon le genre en fait des auteurs. À droite, enfin plus à droite on va dire, je mettrai la liste des choses prêtées et que l'on m'a prêtées, ainsi que les références des cotes de bibliothèque. Donc quand je ferai des recherches sur la base de données de la bibliothèque, ce sera plus facile pour moi d'avoir un espace dédié aux cotes. Ce que vous me voyez tracer ici, donc les petits carrés, c'est un compteur tout simplement pour en tout cas les premiers 3-4 mois de l'année. Donc j'ai prévu que 15 emplacements pour cette première partie. Et en dessous, je noterai ma liste de souhaits, ma wishlist par rapport aux lectures. Et les nouveaux livres. Donc la grande partie à droite, les nouveaux livres que j'aimerais intégrer à ma pile à lire. J'ai également essayé dans la foulée de lire Elena Blavatsky, donc la source de tout ça, et ça n'a pas fonctionné puisque ses écrits sont beaucoup trop hermétiques, donc je suis bien incapable de les comprendre. Par contre, à un moment donné, je me suis intéressée au dernier maillon, si on peut dire, le maillon déchu de la chaîne, c'est-à-dire Jiddu Krishnamurti, qui lui a une philosophie assez différente. Après, il a aussi ses contradictions, hein, évidemment, mais on est sur quelque chose de beaucoup plus dans l'acceptation et dans le non-contrôle. Et c'est un livre qui m'a énormément plu. Donc je parle de Se libérer du connu de Krishnamurti, qui est une philosophie, je trouve, assez intéressante. Alors, un autre cycle que j'ai vécu un peu à l'envers, si on peut dire, je pourrais l'appeler une bataille entre les anciens et les modernes. À un moment donné, je me suis intéressée énormément aux sociétés magiques. Donc, j'ai remonté le fil dans le sens inverse. C'est-à-dire que j'ai commencé par lire le Chaos Compendium de Peter Carroll. Donc, il parle de la Chaos Magic. C'est un livre qui m'a énormément plu. J'ai repris énormément d'idées dans ma pratique. Alors, je dis que j'ai fait le parcours à l'envers, mais c'est pas forcément vrai. J'ai lu ensuite la Bible satanique de LaVey, qui est un point de vue intéressant, mais pour moi, ce qui pose vraiment problème, c'est que ce sont des idées très 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 libérales. Donc pour moi, c'est directement associé à la droite et il y a un truc qui n'est pas correct là-dedans. Mais voilà, c'est un livre intéressant. Aussi plein de contradictions. Hein.
Et puis je suis remontée à Crowley via le livre de Thoth. Je trouve que la mythologie de Crowley est assez comparable à ce que peut faire William Blake en peinture. Donc il y a une forte imagerie et mythologie personnelle. Crowley est très brouillon, il n'y a pas un mini-livre pour résumer sa pensée par lui-même. Il faut vraiment s'immerger dans sa philosophie, mais c'est hyper intéressant. Donc ça, c'est ce que je vais considérer comme les modernes. Bon, il y a aussi Genesis Porridge et sa Bible psychique qui est aussi très intéressante niveau magie moderne. Donc voilà, plein de livres à lire. Et en opposition, on a les anciens, donc les occultistes du 19e, début 20e. Je pense à mon trio favori, donc Papus, Stanislas de Gaïta et Joséphin Péladan. Donc tous les trois membres de l'ordre kabbaliste de la Rose-Croix. C'est vraiment une forme de magie et de philosophie qui moi me semble assez proche de ce que je peux accepter et envisager par rapport à l'occulte. J'ai oublié Oswald Wirth aussi, mais bon voilà, Sophie, c'est toi qui poses la question, donc tu connais bien Oswald Wirth aussi. Donc voilà, pour les auteurs que je peux recommander, les livres que je peux recommander. Évidemment, dans les artistes, auteurs et livres que je peux recommander, donc il y a une personne qui va cumuler les trois, et ça va être Kandinsky. Kandinsky qui écrit du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier. C'est un livre que j'ai lu quelques fois, 3-4 fois, qui a une vision très intéressante justement de la création, de la peinture, de la couleur, de ce qui évoque la couleur au niveau spirituel. Donc je recommande également. La liste des artistes qui m'ont influencé est vraiment très longue. L'artiste qui m'a vraiment influencée étant jeune, donc quand j'ai vu cette toile, je me suis dit ah ouais, je veux faire ça dans ma vie. C'est David Stoupakis. Vous irez voir sur Google. Ensuite, j'ai une grande période Giger et une grande période également Métal Hurlant, en particulier Mobius et Philippe Drouillet. Donc plutôt dans la part illustrative de la force, on va dire. Et niveau peinture plus classique, on a évidemment le symbolisme. Je vous en ai parlé de long en large sur mon Patreon. Les pré-raphaélites, bien sûr. Les romantiques aussi. Avec à chaque fois des préférences pour chaque mouvement. Donc Jean Delville, par exemple, pour le symbolisme. Friedrich pour le romantisme. Böcklin, qui fait la jonction entre les deux. Rossetti pour les pré-raphaélites. Et c'est quelque chose que je vais aussi développer, donc toutes ces influences, via le livret de notre oracle, le Craft and Decadence Oracle, donc que je fais en collaboration avec Nix. Et pour la dernière double page, je vais ici faire un grand tableau pour synthétiser, pour avoir une vue d'ensemble du prochain quadrimestre. Donc je vais faire 4 colonnes plus une, donc évidemment une pour chaque mois, plus mes rubriques que j'indiquerai au centre. Donc il va y avoir des rubriques style le thème pour le Patreon, pour l'article consacré à l'histoire de l'art et pour le contenu téléchargeable, donc les kits imprimables. J'y noterai également mes idées pour les ateliers, donc les ateliers créatifs.
ce sera plus simple de les synthétiser sur une seule page. Il y a une petite ligne pour mes commandes de fourniture, mes commandes à l'imprimeur par exemple. Il y aura une liste évidemment pour le privé, pour les événements importants à ne pas louper. Et une ligne aussi pour les nouveautés Etsy, pour pouvoir les planifier bien à l'avance. Ça peut être un gain de temps également. Ah oui, et dans la toute dernière partie, vraiment dans le fond du fond, je ferai un mini habit trackers, je pense. Vraiment très général, où je noterai simplement les rencontres sociales que j'ai pu faire pendant le mois. Dans la partie spiritualité, je noterai plutôt les opérations magiques, on va dire, les rituels éventuels, les offrandes, ce genre de choses. Et une partie self-care où voilà, dès que j'aurai l'impression d'avoir fait quelque chose pour moi-même, eh bien je cocherai la petite case. Et en parlant de spiritualité, donc ça m'amène à une prochaine question. Donc, moi je voudrais savoir comment tu pratiques. Est-ce que tu fais des rituels, des potions? Est-ce que tu jettes des sorts? Est-ce que tu te considères comme païenne ou autre? Bref, que tu parles un peu de ta façon de pratiquer la magie. Alors c'est vrai que j'en ai parlé un peu donc, au début de ma chaîne, donc j'en ai parlé sur YouTube au début. J'ai parlé un peu de tarot, un peu de grimoire, mais c'est quelque chose que je préfère aborder en plus petit comité sur mon Patreon avec mes abonnés. Donc je vais survoler le sujet plutôt. Alors je ne me considère pas comme païenne, même si je m'intéresse à l'hellénisme. Je me considère comme une sorcière, oui, mais hors cadre du paganisme ou de la Wicca. Je sais que c'est souvent associé à la sorcellerie, mais en fait non. Donc dans ma pratique, je vais honorer des entités, des divinités. Je vais travailler énormément avec les sigils, avec aussi les mots répétés, donc les incantations, quoi, et bien évidemment avec tout ce qui va être visuel. Donc je considère l'art comme un médium magique. Donc chaque image que je vais créer dans un but rituel, évidemment, donc, va être utilisée, préparée et pensée selon les correspondances magiques, ou en tout cas avec l'impact qu'elles peuvent avoir sur le subtil. Donc oui, le terme art witch, même si ça peut paraître un petit peu fancy, un petit peu fantaisiste, ce serait ce qui me convient le mieux. Et à ta seconde question, est-ce que mon journal est juste comme là pour garder des souvenirs, ou bien est-ce que je fais de la magie avec? Eh bien les deux. Hein. Donc comme je le disais, il y a la partie opérative, donc où je crée des choses dans le grimoire à but rituel, mais il y a aussi la partie où je documente ce que j'ai pu vivre comme expérience, bien que cette deuxième partie, j'ai tendance maintenant à la mettre dans mon bullet journal directement pour une question de chronologie. Voilà. Est-ce que je suis plutôt grimoire ou Book of Shadows? Je préfère le terme grimoire parce qu'il marche en français et en anglais. Et Book of Shadows, ça me fait penser au livre des ombres de Gardner, dont je parlais précédemment dans mes recommandations lecture. Ben voilà, c'est terminé pour cette vidéo Plan With Me en temps réel /FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve dans 2 semaines pour la mise en place du mois de janvier.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce genre de vidéo, si vous souhaitez qu'on en refasse à l'avenir. Je vous laisse avec le récap des pages et vous dis à tout bientôt.